Nous remercions très chaleureusement Lydie Baudiou et Frédéric Chauveau d'avoir accepté de faire l'introduction générale du colloque. Nous sommes très honorés de leur présence aujourd'hui. Frédéric Chauveau est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers. Il a consacré d'importants travaux, notamment aux représentations du corps et de la violence. Lydie Baudiou est maîtresse de conférences en histoire ancienne. Elle travaille sur l'histoire du genre, des femmes et du corps. Ensemble, ils ont dirigé et publié récemment plusieurs ouvrages consacrés au féminicide, notamment On tue une femme, féminicide, histoire et actualité en 2019 et Les crimes passionnels n'existent pas, paru en janvier dernier. Je leur laisse la parole et les remercie encore très chaleureusement. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Merci de nous accueillir et on est très content d'être là avec vous ce matin et merci de nous avoir conviés à cette introduction. On s'est un peu partagé le temps et la parole suivant les requêtes que vous nous aviez suggérées. Donc c'est Frédéric qui va commencer. Bien. Donc, quelques mots pour répondre un petit peu au cahier des charges et puis à la demande des organisateurs et des organisatrices du colloque autour du féminicide. Donc, finalement, on va faire peu d'intrusion, si je peux dire, autour du 19e siècle pour laisser évidemment donc, toute la place donc, aux intervenants et aux intervenantes qui vont suivre. Alors, simplement, tout d'abord, un premier point autour du mot féminicide. Alors, le mot féminicide, on peut tout d'abord peut-être préciser que c'est un mot sans acte de baptême, c'est-à-dire que si on regarde par exemple sur les différentes données disponibles et les différentes banques de mots ou de vocabulaire, eh bien pour l'instant, il n'y a pas d'entrée donc féminicide. Hein, vous prenez par exemple au hasard, je ne sais pas, pour ne pas faire de publicité déguisée, l'encyclopédia universaliste, on peut faire des recherches par mot, eh bien il n'y a pas d'entrée féminicide. Voilà. Alors pareil pour Nancy, hein, sur la base de données relatives aux mots. Donc on est obligé, si je puis dire, de regarder un petit peu de manière aléatoire l'origine du mot, la première apparition. Et sans doute que l'une des premières apparitions, ça ne veut pas dire que c'est forcément la première, c'est dans le Monde illustré. C'est dû à Jules Lecomte, mais à ce moment-là, le mot féminicide, et là j'ai mis le lacet féministe, mais vous avez compris, c'est une coquille, c'est le lacet féminicide. À ce moment-là, ça veut dire tout simplement que eh bien, le mot féminicide, ça désigne tout simplement le fait que les femmes mettent des contraintes à la liberté des hommes. Donc, c'est une sorte de mot qui signifie que les hommes ne peuvent pas évoluer comme ils l'entendent. Vous voyez, donc le sens n'est pas du tout le même. Et on trouve un petit peu donc la même chose avec le mot féministe utilisé d'abord par Alexandre Dumas. Et puis après ça, évidemment, donc, il y a un changement, une modification. Alors, dans le journal le rappelle, que je n'ai pas besoin de présenter donc, pour les spécialistes du 19e siècle, mais en 1887, on trouve encore donc, le mot féminicide, avec une acception, donc là évidemment un petit peu différente, mais le mot, c'est important, donc apparaît sur la scène publique et sur la scène médiatique. Alors simplement, avec Hubertine Leclerc, donc là on est vraiment donc, dans la mouvance féministe. Et à ce moment-là, loi féminicide, ça veut dire tout simplement que c'est une disposition législative qui est dirigée contre les femmes. Voilà. Donc là, ça ne signifie pas que c'est un acte de violence à l'égard du corps ou du sexe des femmes, mais c'est bien une loi dirigée contre les femmes. Alors si on poursuit ce tour d'horizon, là je passe très largement donc les étapes et les phases, puisque le mot disparaît donc pratiquement des usages et du langage. Or en 1976, et il faudrait mener l'étude parce que c'est un épisode qui aujourd'hui est plus trop connu, hein, qui s'est un petit peu effacé de la mémoire collective, c'est tenu à Bruxelles le tribunal international des crimes contre les femmes. Et à ce moment-là, donc, vous avez un certain nombre de personnalités qui sont invitées, Simone de Beauvoir, qui, malade, ne peut pas se déplacer, mais considère qu'effectivement, il y a des actes qui sont inacceptables, des attentats contre la personne humaine. Et à ce moment-là, quand on écoute attentivement les comptes rendus des débats, le mot féminicide est utilisé. Voilà. Il est relayé par un certain nombre de grands quotidiens français, voilà, pendant l'année 76. Et puis après ça, le mot, pour utiliser une formule familière, passe à la trappe et on l'oublie. Voilà. Il faudra donc attendre évidemment là plusieurs années pour le voir réapparaître. Alors, toujours est-il qu'on trouve en 76, c'est la chronique d'une journaliste, à cette occasion est apparu un nouveau mot, féminicide,
pour souligner le fait que les victimes d'homicide sont le plus souvent des femmes. Voilà, ça veut dire qu'en 1976, on avait finalement tous les éléments pour s'approprier la notion ou le concept de féminicide. Et puis, pour des raisons différentes de conjonction historique, eh bien, ça ne s'est pas fait. C'est passé, si je peux dire, dans les coulisses de l'histoire. Alors là, vous savez, c'est juste un rappel, le premier dictionnaire français à avoir inscrit le mot féminicide, c'est le Petit Robert, en 2015. Donc là, évidemment, il ne s'agit que d'un extrait. La définition est un petit peu plus longue, même si elle n'est pas pléthorique, mais c'est le meurtre d'une femme, d'une fille en fonction de son sexe. Donc 2015, première apparition dans la langue française par un lexicographe du mot féminicide. Donc là, on voit évidemment que le cheminement est tardif, 1976 dans l'espace francophone et puis 2015. Alors si on poursuit ce tour d'horizon, vous avez d'autres dictionnaires. Donc là, évidemment, on est obligé de franchir à ce moment-là donc la Manche. Et puis donc là, vous avez donc une autre définition qui est à peu près donc semblable, mais ça montre bien qu'il y a une sensibilité de la part des auteurs de dictionnaires, des lexicographes, autour du féminicide. Si on continue encore, donc là, vous savez, c'est un rappel, mais le mot est apparu donc en 92 dans un livre qui n'a pas été traduit donc en français, et l'expression a été utilisée un petit peu avant dans des discussions, dans des séminaires, dans des cénacles et dans des ateliers. Et puis donc là, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est le Petit Robert qui a décidé que le mot de l'année 2019 serait le mot féminicide. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter, alors là aussi de manière aléatoire par échantillon, les différentes émissions de radio de l'année 2019. Et là, on se rend bien compte sur les différentes chaînes que le mot féminicide a vraiment été accepté, utilisé et déployé très largement par les différents journalistes, quelle que soit, si je peux dire, l'orientation de la radio en question. Alors maintenant, sur la scène internationale, vous avez les grandes organisations internationales qui se sont mobilisées aussi autour du mot. Alors, la première grande organisation sont les Nations Unies, donc je n'ai pas besoin de présenter. Là, il s'agit juste de rappel pour montrer la sensibilité à l'égard des violences faites aux femmes. Alors là, évidemment, c'est à gros traits, c'est un raccourci, je suis désolé, je ne rentre pas dans le détail, mais on voit bien malgré tout qu'il y a une préoccupation. Et puis l'ONU, donc vaste organisation, a créé, si je puis dire, donc vous savez, des organismes spécialisés. Et puis sur la question des femmes, eh bien, l'ONU Femmes, c'est une création relativement récente à l'histoire de l'ONU, c'est 2010. Et 2 ans après, eh bien, finalement, le féminicide comme notion est employé, c'est utilisé en 2012. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la définition plus posée, plus complète qu'en donne Michelle Bachelet, qui est à ce moment la directrice exécutive de l'ONU, et vous le savez, c'était l'ancienne présidente du Chili. Alors, donc, sa définition est très claire, la mairie de ne pas tourner, si je puis dire, autour du pot. Nous sommes ici pour discuter de la plus extrême manifestation de violence à l'égard des femmes, les meurtres motivés par des préjugés basés sur le genre, également appelés féminicides. Donc, pour l'ONU, utiliser le mot féminicide, ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, alors, ce qui n'est pas le cas dans toutes les organisations donc, internationales, mais comme je ne me fâche avec personne, je ne vais pas citer donc, de nom. Alors maintenant, deuxième grande organisation internationale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le mot fémicide, il n'a pas féminicide, mais la distinction est plus au niveau de la phonétique que de la réalité de ce que ça recouvre, même si peut-être qu'au départ, l'OMS a une vision plus large des violences commises contre les femmes. Donc le mot apparaît dans un certain nombre de textes en 2012, et à ce moment-là, au niveau du féminicide, il y a 4 aspects qui sont désignés pour montrer que ce n'est pas forcément réduit aux violences conjugales, mais le féminicide recouvre bien ou correspond bien à une violence systémique. Donc il y a le féminicide intime, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les violences conjugales, au nom de l'honneur, le crime d'honneur. Donc là, vous avez des historiennes, des historiens, des anthropologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus. La question de la dot, donc dans un espace occidental, c'est quelque chose qui est plus méconnu. Et puis, le féminicide non intime, plutôt sexuel, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est tout ce qui s'est passé, par exemple, du côté du Mexique à Ciudad Juárez. Alors, si on poursuit ce tour d'horizon, du côté de l'Amérique latine, au Mexique et en Amérique latine, donc là, vous le savez aussi, c'est Marcela Lagarde qui va populariser la notion, et cette notion devient donc féminiciado et parfois femiciado. Il n'y a pas très longtemps, il y a une publication qui a vu le jour, qui est une sorte de synthèse sur le féminicide au Mexique sur une dizaine d'années. Et les deux mots sont employés comme équivalents, comme synonymes. Il n'y a pas une distinction.
Alors, vous savez, il y a une époque, les collègues canadiens, plus particulièrement québécois, considéraient que fémicide, c'était plus proche du féminicide conjugal et il fallait réserver le mot féminicide aux autres manifestations de violence ou de brutalité dirigées contre les femmes. Alors, à ce moment-là, en 2005, le féminicide devient la violence systémique commise contre les femmes et la notion importante déployée par les collègues d'Amérique latine, dans une dizaine de pays, c'est le fait que le féminicide est associé à l'impunité des auteurs. Donc là, pour les collègues qui sont mobilisés sur le continent américain, c'est une dimension essentielle qu'il faut ajouter à la définition de féminicide. Si les auteurs ne sont pas poursuivis, eh bien à ce moment-là, le féminicide prend une dimension évidemment beaucoup plus ample et supplémentaire. Alors, là, on le voit, alors je vous présente Miss Pérou en 2017. Alors, ça peut sembler évidemment un clin d'œil déplacé, mais en 2017, Miss Pérou donc, fait une intervention qui est relayée par la télévision. Et puis, les autres Miss qui avaient été donc sélectionnées ont fait des interventions dans le même sens. Il y en a 4 en direct à la télévision. Donc, à ce moment-là, c'est un écho considérable. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner ces mensurations, aussi ce qu'elle dit, mon nom est Camilla Kanikoba et mes mensurations sont 2202 féminicides en 9 ans dans mon pays. Donc là, on a une façon, si je puis dire, de faire irruption auprès des téléspectateurs et puis de pointer du doigt un scandale de société à la télévision. Donc ça, c'est aussi une façon pour ces jeunes femmes de dire que voilà, elles ne sont pas simplement donc là pour défiler, mais elles peuvent aussi être le relais d'une campagne d'indignation, d'une campagne de sensibilisation. Alors, ce n'est pas à elle forcément de proposer des solutions, mais il y a bien une sorte d'injonction. Eh bien, prenez vos responsabilités, faites quelque chose. Alors maintenant, très rapidement, sur le féminicide des tueurs de femmes au XIXe siècle, donc sans être trop long, puisque c'est l'objet de votre beau colloque, mais c'est pour dire que le féminicide en France, il y a une prise de conscience, il y a une mémoire du crime aussi. Et cette mémoire du crime est alimentée par le fait divers. Et le fait divers, ça on sait depuis Roland Barthes et Michel Perrault, est tout sauf anecdotique. Et vous avez un tueur de femmes en 1851 dans la région lyonnaise, c'est un tueur de bonnes. Alors c'est un tueur en série, un tueur de bonnes, de servantes, puisque dans la région lyonnaise, les jeunes femmes qui quittaient la campagne et qui voulaient espérer trouver un emploi à l'intérieur de la cité, se plaçaient, si je peux dire, soit dans des agents spécialisés déjà à l'époque, soit alors, pour ne pas s'acquitter d'arts différents, eh bien, s'installer le long d'un pont où à ce moment-là, eh bien, les propriétaires et puis les bourgeois ou les nobles de la ville de Lyon pouvaient éventuellement donc s'adresser donc à elles. En 1851, là, on a donc une série de crimes. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ça a duré en fait un peu plus d'une décennie. Le poteau rose est découvert. Et puis là, on va, par exemple, pour essayer d'identifier donc l'auteur, présenter sans autre précaution la photo d'une jeune femme nue, son cadavre, qui est exposé à tous les regards pour essayer de trouver des indices sur l'auteur supposé. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on est bien face à ce qu'on appellerait aujourd'hui un féminicide systémique. Mais évidemment, donc, à l'époque, on en parle un petit peu, et puis ça s'arrête là. D'où, effectivement, donc là, après la Grande Guerre, le mystère reste entier pour les observateurs sociaux, pour les journalistes, pour les militantes et les militantes. Pourquoi des hommes sont partis de la vie de femmes qu'ils ne connaissent pas? Là, c'est une interrogation, il n'y a pas de réponse. Que signifie l'expérience de crime commis contre les femmes? Vous avez la criminologie naissante dans les années 1885, puisque le mot apparaît en français à ce moment-là, mais évidemment, donc là, il n'y a pas d'études particulières sur les tueurs de femmes. On aurait pu rassembler effectivement donc un matériau. Et donc, ça pose de nouveau la question du féminicide intime. Là aussi, ça peut être considéré comme un fait divers, mais encore une fois, le fait divers, là je vous apprends rien, n'est pas anecdotique, il est instrumentalisé et peut parfois servir à alimenter des campagnes électorales. Et donc en 1847, le féminicide de l'époque, qui suscite un véritable tollé, donc là on ne peut plus dire qu'on ignore que des maris s'emparent de la vie de leur femme ou de leur épouse, c'est évidemment pas dans n'importe quel univers, c'est en haut de la pyramide sociale, puisque le duc de Praslin fait partie à ce moment-là des pairs de France. Donc c'est l'équivalent des sénateurs aujourd'hui. Il tue sa femme et Victor Hugo arrive le lendemain matin. Il a donné d'ailleurs une description de la scène de crime qui est absolument épouvantable. Il y a du sang sur les murs, sur le lit. Bon, c'est absolument donc atroce. Mais pour les contemporains, ça veut dire que
on ne peut pas avoir confiance dans ces élites, puisque même si on occupe les plus hautes fonctions de l'État, eh bien, on peut s'emparer de la vie de son épouse. Alors, certains historiens, d'ailleurs, ont fait des raccourcis un petit peu rapides en disant que 1847, eh bien, c'est à l'origine de la révolution de février 48 qui met à bas la monarchie et qui met en place la Seconde République. Mais donc, on ne peut pas dire que au niveau de l'opinion publique et pas simplement de cénacles de spécialistes, le féminicide intime ne peut pas être ignoré. Simplement, pour la société, elle n'est pas, et là ce sera, j'imagine aussi, un des éléments de votre colloque, ce féminicide, évidemment, n'est pas reçu. Au niveau de la réception, eh bien, voilà, ça distrait un petit peu donc l'opinion publique, ça occupe un certain nombre de colonnes, mais on ne va guère plus loin. Ce qui nous amène maintenant donc au deuxième volet de cette introduction. Oui, alors je crois qu'on a déjà bien abusé de notre temps, donc je vais passer un peu rapidement sur ce. On a décidé, suite à vos propositions et recommandations, hein, de nous arrêter sur 2 études de cas, sciemment hors contexte français, et sur des féminicides peu connus en Europe. Donc on a choisi 2 cas, hein, celui des sœurs Mirabal en République dominicaine et la tuerie de l'école polytechnique de Montréal. Alors, je vais réduire incroyablement mon propos, mais la question qui nous avait travaillé, c'est lié tout simplement à une rencontre, hein, puisque à l'université de Poitiers, nous avons Sciences Po, hein, Sciences Po Amérique latine, et une de nos étudiantes était la petite fille d'une des sœurs Mirabal. Alors, qui sont les sœurs Mirabal? Elles sont 3. Vous les voyez là sur cette photo, Minerva, Maria Teresa et Patria Mirabal, qui sont les victimes de violences politiques en République dominicaine sous une dictature que nous ignorons largement, dictature sanglante, entre 1930 et 1961, qui est la dictature de Trujillo. C'est probablement l'une des plus sanguinaires, hein, des dictatures d'Amérique du Sud et latine d'ailleurs, qui en a connu beaucoup. Ce sont 3 femmes qui viennent d'une famille privilégiée dans un contexte en République dominicaine. Elles sont éduquées. Elles sont 4 sœurs. C'est pour ça que j'ai mis la 4e dessous. Elles sont allées à l'école primaire, secondaire. L'une était avocate, l'autre était ingénieure. Et elles sont victimes politiques, évidemment, et elles sont connues comme ça, et elles sont aussi des victimes de violences de genre. Elles sont aussi très belles. Cette photo vous le montre, surtout Minerva, si je peux porter un jugement avec son air d'Ava Gardner, hein, elle est connue aussi dans cette beauté sépia que vous voyez là. Et ce qui est intéressant, c'est que Trujillo, le dictateur qui a sévi 30 ans, hein, au pouvoir, son pouvoir, comme souvent celui des dictateurs d'ailleurs, est inséparable du machisme. Cet homme s'est fait connaître à la fois comme chef politique, exerçant un pouvoir discrétionnaire, bien entendu, mais comme un homme objet d'un culte de la personne, mais ça va avec souvent, mais aussi comme un séducteur faisant la conquête forcée des femmes qui lui plaisaient. Et Minerva, qu'il a rencontrée lors d'une soirée en 1949, elle avait une 20aine d'années, la photo est à peu près à cette période-là, eh bien, il avait décidé qu'il la voulait, organisant des événements pour la conquérir. L'histoire nous a été racontée par la fille de Minerva, Minou Tavares Mirabal, que nous avons rencontrée à plusieurs reprises. Et voilà l'histoire telle qu'elle la raconte. C'est un refus public qui est raconté d'ailleurs par plusieurs ouvrages, hein, qui ont connu un grand succès politique, Les Mariposas de Julia Alvarez chez Métallier, mais aussi La Fête du Bouc de Mario Vargas Llosa un peu plus tard. Cette scène est celle d'un double refus, c'est-à-dire le refus de Minerva Mirabal, refus sexuel, et refus politique, puisque pendant qu'il dansait, elle gifle le dictateur. Trujillo lui demande alors si elle était en accord avec son régime politique. Elle lui répond non, et il lui dit si je t'envoie tous mes assistants, toute mon équipe pour vous conquérir, elle lui répond et si c'est moi qui vous conquiert. La suite, c'est une gifle qu'elle lui assène,
et elle quitte cette soirée. À la suite de ça, elle est empêchée de s'inscrire à l'université. Elle est persécutée, elle est jetée en prison, elle et ses sœurs sont contraintes à résidence. Elle a intégré l'école de droit, elle est avocate, elle y a rencontré son mari, Manolo Alfares. Elle est l'une des premières femmes diplômée en droit. Elle n'a jamais pu exercer sa profession par interdiction du dictateur, mais elle est aussi et surtout membre fondateur d'un mouvement de résistance qui s'appelle le mouvement du 14 juin, mouvement qui a été rapidement découvert par le dictateur, et tous ont été emprisonnés, la plupart sont morts en prison. Et ce qui est intéressant, c'est que Minerva Mirabal et ses 3 sœurs ont été libérées pour être éliminées. Et le crime aurait été trop visible. Le 25 novembre 1960, parce que c'est là que je veux en venir, bien sûr, 25 novembre, et je pense que cette date fait écho chez chacun d'entre vous aujourd'hui. Ce 25 novembre 1960, Patria, Maria Teresa et Minerva sont allées rendre visite à leurs époux en prison, et sur le chemin du retour, leur voiture est arrêtée. Elles sont sorties du véhicule, elles sont massacrées à coups de bâton. Elles et leur chauffeur, leurs corps sont replacés dans la voiture et précipités dans un ravin. L'idée étant évidemment de masquer le forfait en accident de la route. Ce crime est le crime de trop en République dominicaine. Il bouleverse la conscience du peuple. Présenté comme un accident, tout le monde y voit bien évidemment un assassinat. Et je reprends les mots de Minou Mirabal que vous voyez là en photo lors de sa venue à Poitiers. Je vous conseille d'ailleurs cet entretien qui est disponible sur le site de l'école de l'Espace Mendes France. Et je vous assure, les étudiants nous en parlent encore de cette rencontre avec Minou Mirabal. C'est le crime évidemment qui fait basculer sans aucun doute la dictature. 6 mois après, Trujillo est assassiné. Alors évidemment, il y a d'autres contingences politiques, c'est pas seulement, on le sait, c'est pas seulement, mais c'est probablement l'acte qui fait basculer. À partir de cette date, en République dominicaine, un processus de transition démocratique s'enclenche, sans doute pas encore achevé. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact de l'assassinat de ces 3 sœurs, impact d'abord évidemment en Amérique du Sud et en Amérique latine de manière générale, impact sur la reconnaissance des luttes politiques, et c'est d'abord ça, et évidemment, qui est important, et aussi évidemment des luttes des femmes, les droits de l'homme, la démocratie, la justice. En 1981, en Amérique latine, le 25 novembre est décrétée journée contre les violences faites aux femmes, et seulement en 1999, les Nations Unies, avec l'appui de 101 pays, votent à leur tour le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. J'ai mis ce petit billet de 200 pesos là, parce que les Mariposa, c'est le nom que portaient les sœurs Mirabal quand elles étaient dans la clandestinité, c'était leur nom de code. Et elles sont entrées dans l'histoire sous ce nom. Je vous conseille les pages de Pénélope Bagieux dans les culottés, puisque sans aucun doute, Pénélope Bagieux a aidé considérablement aussi à faire connaître à diverses générations les sœurs Mirabal. Et les papillons, vous regarderez dans les manifestations, les papillons accompagnent la lutte des féministes latino-américaines et désormais dans le monde entier. Je voulais juste parler de la 4e sœur qu'on voyait sur cette photo, Béjica Adela, surnommée Dédé, très, très connue pour la mémoire qu'elle entretient. Elle a été leur mémoire, elle a élevé les 6 enfants de ses sœurs, dont Minou Tabares Mirabal, que nous avons rencontré à 2 reprises, j'y reviendrai tout à l'heure, qui entretient le flambeau féministe, mais le combat politique, puisqu'elle est à la fois victime et à la fois héritière de ces combats. Elle est philologue, elle est professeure, députée depuis 2002, elle a été ministre des Affaires étrangères, vice-chancelière, elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2016 en République dominicaine, et désormais, depuis quelques mois, elle est membre du Tribunal pénal international. Elle est aussi candidate de nouveau à l'élection présidentielle. Et c'est intéressant de voir à la fois l'héritage, à la fois la constitution de la personne, de l'identité et le combat qu'elle continue à mener.
cet exemple, c'est l'exemple canadien qui a quand même réactualisé finalement dans la deuxième moitié du XXe siècle la question du féminicide, parce que tout commence le 6 décembre 1989. Et le 6 décembre 1989, ça se passe à l'École polytechnique de Montréal, qui est considérée donc à ce moment-là comme étant l'établissement le plus prestigieux si on a l'intention de faire des études d'ingénieur. Et si on regarde la composition donc, par sexe des étudiants et des étudiantes, on se rend compte, et ça c'est pas tout à fait anodin, que là les étudiantes occupent en fait une place assez minime, hein, 20% des inscrites et qui suivent les différents cours. Alors, le 6 décembre 1989, vous avez donc un jeune homme qui a été refusé à plusieurs reprises, il n'a pas pu suivre le cursus, qui entre dans l'école polytechnique. Là, il faut que je passe juste quelques secondes au niveau du récit. Il rentre par effraction. Alors, attendez, j'essaye de... Voilà. Il entre par effraction dans l'école polytechnique, il arrive au rez-de-chaussée, et puis il commence à dire que je hais les féministes. Hein, c'est sa première formulation. Et là, vous avez une étudiante, évidemment, qui se sent menacée, parce qu'il est quand même lourdement armé, et qui dit « Non, moi, je ne suis pas féministe, je suis juste une étudiante. » Alors, il recommence « Je hais les féministes », et puis il tire parmi l'assemblée, et d'emblée, donc, il tue 6 étudiantes qui se trouvaient là. Ensuite, se passe une scène d'horreur. Voilà, il monte dans les différents étages. Et puis, en tout, vous avez donc 14 victimes, 13 étudiantes, et puis une secrétaire administrative. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, il y a une sidération, évidemment, de l'opinion publique. Et on essaye de trouver, si je puis dire, des raisons ou des logiques au geste. Évidemment, par commodité, ça intéresse tout le monde à ce moment-là, une sorte de consensus. On prétend que finalement, donc, l'auteur, c'est quelqu'un qui est atteint de folie. Voilà. Et donc, si c'est un fou, vous voyez, ça empêche de se poser donc toutes les autres questions. Et puis, un an après, puisque donc l'auteur du crime avait fait en quelque sorte un testament, des confidences, cette lettre passe à une journaliste qui va publier le courrier en question. Et là, à ce moment-là, on est obligé de changer d'orientation. On ne peut plus considérer que le responsable de cette tuerie était un fou. Et dedans, effectivement, c'est argumenté. Donc, on voit des formules du style « J'ai décidé d'envoyer ad patres des féministes qui m'ont toujours gâché la vie ». Il les traite de virago. Donc là, quand je dis il traite, c'est les femmes, les étudiantes en général. Et il dénie évidemment cette interprétation, même si l'épithète de tireur fou va m'être attribué dans les médias, je me considère comme un être rationnel. Donc là, évidemment, donc, tout est dit. Donc, pour lui, évidemment, aujourd'hui, c'est la mouvance masculiniste qui voilà, est assez forte, prend de l'ampleur donc, au Québec et au Canada, qui se trouve là-dedans. Et voici ce qu'il écrit encore comme argument. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes, par exemple assurance moins chère, congé de maternité prolongé, précédé d'un retrait préventif, etc., tout en s'accaparant ceux des hommes. Donc finalement, si on prend un petit peu de recul et si on lit évidemment ces différents propos, c'est une sorte de manifeste en disant il y a une guerre des sexes, les femmes ont pris l'offensive, et celles-ci sont en train de gagner en minorant donc la place des hommes. Alors, sans aller trop loin dans le détail, ce qui est intéressant, puisque ça s'est passé en 89, c'est de regarder tous les 10 ans les différentes commémorations de cette tuerie de l'école polytechnique de Montréal. Et finalement, on s'aperçoit que là, les femmes et les féministes québécoises sont mis sur la sellette. Il leur est fait plus ou moins obligation de se justifier en disant peut-être qu'elles ont eu des revendications trop fortes et qu'elles ont finalement une part de responsabilité dans le fait que des hommes se sentent maltraités et que certains, plus fragiles que d'autres, réagissent par la violence. Donc, vous voyez, c'est un débat qui est toujours d'actualité. Et évidemment, donc là, l'essentiel, c'est de regarder déjà au XIXe siècle comment ces différents aspects-là peuvent se mettre en place. Alors, je vais aller rapidement pour terminer, puisque vous nous aviez passé une petite commande. Alors je fais un peu vite. Ça ne va pas être de l'autopromotion, puisque de toute façon, les ouvrages sont disponibles. Voilà. Comment nous avons débuté nos recherches? Alors, vous l'avez dit en nous présentant bien gentiment d'ailleurs, chacun de notre côté, aux extrémités de la chronologie historique, nous avons débuté par des ouvrages travaillant sur le corps et les agressions faites au corps. Donc moi, plutôt Antiquité, vous l'avez dit, et Frédéric, plutôt 19e, et même que 19e, et même si aujourd'hui
on a décalé un peu au XXe siècle. Et c'est bien le corps qui nous a permis d'envisager une étude pluridisciplinaire, le corps et les agressions, le corps témoin. La question qui nous est posée était liée aussi à un écosystème Poitevin. Je le répète et je fais un peu de publicité parce que tout le monde ne vient pas spontanément à Poitiers, mais nous avons à Poitiers une collègue qui est médecin légiste, que vous connaissez sans doute si vous travaillez un peu sur le féminicide, qui s'appelle Alexia Delbray, qui est psychiatre et médecin légiste, qui est la première à avoir fait sa thèse sur une étude des féminicides à la Cour d'appel de Poitiers. Et donc, nous avons monté un espèce d'écosystème Poitevin avec un sociologue spécialiste du genre, avec des psychologues, des juristes, mais aussi le groupe des médecins légistes. Alors pour cela, voilà, nous avons donné un premier colloque en 2013. C'est pour vous dire que effectivement, c'est une question qui nous intéresse depuis longtemps sur le corps des femmes, qui a bénéficié de l'invitation de Catherine Coutel, qui était à ce moment-là, et c'est important pour nous, députée socialiste de notre circonscription, mais surtout présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité à l'Assemblée nationale, sous la présidence de François Hollande. Cette première journée d'études a été publiée dans la revue Dialogue que vous voyez là. Nous avons à la suite, à l'invitation de Catherine Coutel, donné plusieurs colloques, dont le corps en lambeaux, violences sexuelles et sexuées faites aux femmes, colloque international à l'Assemblée des femmes en 2014 et à l'Université de Poitiers. Ça a été l'occasion pour nous d'inviter, par exemple, la ministre aux droits des femmes, mais aussi Minou Mirabal. Cet ouvrage est publié aux presses universitaires de Rennes, que vous avez là. Ensuite, 2016, une exposition que nous avons faite en partenariat, qui s'appelle Une femme sur trois, et qui circule dans les écoles depuis lors, avec un succès non démenti. Et il faut toujours penser à faire des travaux qui vont aussi vers les plus jeunes, et ça nous importe, d'où ce petit livre qui l'accompagne, qui s'appelle Une femme sur trois, aux éditions de l'Atlantique. Et enfin, à la demande de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, ce colloque de 2017 sur le féminicide, et à Paris Diderot, avec les collègues de l'équipe de Laurie Laufer. Donc, 2 colloques à la suite. Et évidemment, vous nous en avez fait la publicité, cet ouvrage qui s'appelle « On tue une femme » chez Hermann. Nous avons publié à la suite, évidemment, ce livre dont la couverture ne sort pas bien sur PowerPoint parce qu'elle est blanche, qui s'appelle « Les crimes passionnels n'existent pas » chez Rivage, mais aussi une exposition en ligne, mais que Frédéric a dû enlever du PowerPoint, mais c'est pas très grave, qui s'appelle « Les violences de genre dans la BD ». Mais non, on l'a là, vivante, nous voulons, exposition virtuelle que vous pouvez regarder, qui est en ligne et qui est gratuite là pour le coup, qui travaille sur les BD féministes, particulièrement en Amérique latine. Nous publions en septembre, à coups de bulles et de cases, les violences faites aux femmes dans la bande dessinée. Vous reconnaîtrez sans doute les crocodiles très célèbres sur la couverture. Et puis, nous faisons un petit appel à contribution. Certains l'ont vu et certains y ont répondu. Et on est très content que parmi vous, certains nous aient fait des propositions. Un ouvrage chez Hermann qui s'appelle « Les archives du féminicide ». Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un combat scientifique, c'est un combat intellectuel, et on est très content de l'invitation que vous nous faites, et aussi très content que on était un peu seul en 2013, on était même très très seul, hein. J'ai souvenir des rencontres avec les collègues de Strasbourg, avec les collègues de Diderot, et que le relais soit pris avec des recherches, avec des doctorats et avec ce colloque aujourd'hui. Merci à vous de prendre le flambeau. Voilà, on a été un peu long, c'est ce qui se fait jamais, et on est très fâchés quand on fait ça d'habitude, donc toutes nos excuses. Merci beaucoup Lydie Baudiou et Frédéric Chauveau pour cette introduction très stimulante, qui nous aura rappelé donc que le mot féminicide est un mot sans acte de baptême, mais qui apparaît au cours du second 19e siècle, dont les définitions sont aujourd'hui encore très plurielles. Merci aussi d'avoir rappelé l'exemple des sœurs Mirabal, de la tuerie de l'école polytechnique, qui permettent d'aborder une partie des enjeux cruciaux pour notre journée, et qui mettent en évidence, ainsi que
que les événements scientifiques que vous avez organisés, que les féminicides s'inscrivent dans un continuum des violences sexistes et sexuelles. Je reprends l'expression à Margot Giacinti. Merci encore donc pour cette introduction